Le service public ne choisit pas ses publics, donc il a vocation à s'adresser à tous les publics, y compris dans les domaines thématiques, par exemple, qui n'intéressent que des publics minoritaires, qui, par exemple, ne seraient pas intéressants pour un média commercial. Dans le domaine de l'information, le service public, il a une vocation très importante, c'est celui d'aider les citoyens et les citoyennes à se forger une opinion, à comprendre les enjeux qui vont permettre ensuite une décision politique, par exemple une décision citoyenne, et indépendamment des régimes politiques dans lesquels on est, surtout qui vont permettre aux citoyennes et aux citoyens d'agir. Parce que je crois que ce qu'il y a de plus important pour transformer le monde, c'est que les gens, le public, passent à l'action sur des domaines, voilà, bien sûr politiques, mais aussi de santé, de choix d'éducation et bien sûr climatiques et autres. Les enjeux sont extrêmement nombreux. Alors, la mission du service public, c'est d'offrir le maximum d'informations, le maximum de clés de compréhension pour que l'opinion publique puisse ensuite faire un choix équilibré et ensuite être un choix citoyen actif. La confiance est essentielle parce qu'un média de service public, il existe par la légitimité publique, par le fait que le public se reconnaît en lui. Il existe aussi parce que tous les publics, comme je disais, l'ensemble du public, lui accorde cette confiance, cette légitimité. Donc la confiance, la crédibilité en termes de contenu journalistique et la confiance est absolument essentielle pour garantir cette audience publique globale. Bien sûr, une information impartiale, c'est extrêmement important dans le débat démocratique parce que le service public est là pour faire exister toutes les opinions. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on observe que dans les pays où la vie démocratique est la plus vive, c'est là que les médias, en général, sont les plus respectés. Il y a des études très intéressantes qui sont faites dans le monde entier, et par exemple dans le domaine de la Suisse, puisqu'on est ici dans un pays de la démocratie directe, de la démocratie participative, on bénéficie encore d'un crédit très important de la part du public pour les médias. Ouais, c'est une très bonne question parce que dans le débat qu'on a vécu en Suisse autour de l'initiative dite Nobilag qui visait à supprimer le financement public du média, l'audiovisuel public, donc qui aurait mis en péril le service public, eh bien on a eu cette question. Des gens, certains partis, des gens dans la campagne disaient dans le fond vous êtes un média d'État dès lors que vous êtes financé publiquement et au bénéfice d'un mandat de prestation donné par l'État, contrôlé par l'État. Alors, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que, en tout cas pour parler de la Suisse, d'abord, nous ne sommes pas financés par le budget. On serait un peu plus, si j'ose dire, média d'État si on était financé par le budget. C'est-à-dire qu'on serait ballotté, on serait dépendant de la situation budgétaire de la Confédération suisse, de l'État. Et possiblement aux ordres. Et possiblement un peu plus aux ordres. Voilà. La Suisse a quand même, disons, une culture démocratique qui éviterait que nous soyons complètement aux ordres. Mais ce n'est absolument pas le cas parce que nous sommes financés par une taxe payée par le public qui, en fait, n'entre pas dans les caisses de l'État. Et donc n'est pas liée ni au choix politique, ni à des bascules majorité-minoritaires, ni, disons, la santé financière du pays. Donc là, il y a une vraie distinction qui est faite, il y a des distinctions aussi juridiques, etc., entre une télévision d'État et une télévision publique au sens de ce qu'on vit en Suisse. Noé a 25 ans. Il l'assure, il ne consomme rien. Ni télé, ni radio, ni offre en ligne financée par la redevance. Le soir, il regarde des séries sur Netflix. Et très fan de hockey, il s'est abonné à des chaînes de sport. Des abonnements qui lui coûtent près de 35 francs par mois. Alors, quand un inspecteur bilag vient lui réclamer 451 francs 50 par an, il ne comprend pas pourquoi il paierait un service qu'il n'utilise pas. Bianca a 27 ans. Elle non plus, elle n'aime pas les visites de l'inspecteur bilag. Mais elle sait qu'elle en a pour son argent. Chaque soir, en cuisinant, elle regarde le téléjournal. Dans la voiture, elle aime écouter sa radio régionale. Et sur les réseaux sociaux, elle partage souvent des vidéos fabriquées par la RTS. Le 4 mars prochain, les deux voteront sur l'initiative Nobilag, qui vise à la suppression du financement public de l'audiovisuel. Si le texte est accepté par la majorité du peuple et des cantons, la Confédération n'aura plus le droit d'encaisser de redevances ni de subventionner les chaînes de radio et télé. Les ménages suisses, eux, ne paieront plus de redevances à partir du 1er janvier 2019.
Noé va voter oui. Il trouve que la SSR est un vieux mammouth qui coûte trop cher. Au lieu de financer un monopole, il préfère dépenser son argent pour stimuler l'économie. Pour s'informer et se divertir, les médias privés lui suffiront. Bianca, elle, n'a pas confiance dans les médias privés. Elle craint que l'information soit orientée selon leurs intérêts et qu'ils ne s'intéressent pas à son petit canton. Sa bonne vieille télé suisse, elle y tient, elle a grandi avec. Elle votera non. Oui, c'est unique, je pense, comme démarche, parce que ce sont rares les pays où les citoyens peuvent comme ça poser une telle question fondamentale qui mobilise tout le peuple, tous les citoyens aux urnes. Et puis ça a été vraiment un cas qui a surpris énormément dans les pays étrangers. On a eu, je crois, c'est une des campagnes en Suisse qui a été le plus couverte dans le monde entier, jusqu'aux États-Unis, au Japon, enfin vraiment. Ici en Europe, tous les médias ont couvert cela de manière extrêmement intense. Ils sont venus en Suisse. Moi, j'étais extrêmement sollicité par des interviews qui étaient en fait diffusées après dans le monde entier. Mes collègues de la direction aussi des autres parties de la Suisse ou de la direction générale. Vraiment, c'était de ce point de vue-là une campagne très très intense. Il faut dire franchement les choses. Si les Suisses avaient voté la fin du financement public, donc la fin du service public, moi je pense que ça aurait fait tache d'huile. Je pense que ça aurait provoqué un séisme dans l'ensemble des services publics, en tout cas européens, puisque cette question, ces services publics sont aussi, d'une manière ou d'une autre, parfois un peu mis en question, hein, leur financement en tout cas. Hein, on suit les débats qu'il y a dans, je ne veux pas citer des pays, mais dans tous les pays qui nous environnent, ces questions sont posées. Je vais quand même citer quelque chose. La redevance audiovisuelle est aujourd'hui débattue en France, hein, du fait de l'évolution de la législation, etc. Donc moi je pense que si les Suisses avaient pris démocratiquement cette décision de supprimer la radio-télévision publique, il y aurait eu des conséquences dans les autres pays. Donc ça a été un ouf général de soulagement le 4 mars 2018, le soir même. Quel score ? Par un score vraiment incroyable de 71,6%, 71,6%. La redevance radio-TV est donc plébiscitée par les Suisses. C'est le soulagement ce soir à la SSR, mais aussi dans les nombreuses radios et télévisions privées qui bénéficient de cet argent. Notre reportage en Valais et à Neuchâtel. Franchement, on ne s'y attendait pas. Hein. C'est un plébiscite considérable sur non seulement ce que nous faisons finalement, sur notre existence, mais sur le fait qu'il oui, il faut financer publiquement une radio-télévision dans un pays comme la Suisse. Il a été menacé en Suisse par le débat public, par le débat démocratique, par le fait que 100 000 citoyens et citoyennes ont déposé une initiative mettant en cause le financement public. Le financement public qui représente 75%, 75% de notre financement, et donc qui aurait empêché la production de contenu pour gagner le reste de nos financements publicitaires. Là, il était très très clairement menacé. Plus généralement, en Suisse ou dans le reste du monde, on voit que les institutions, en général, sont mises en question. Beaucoup se disent, mais dans le fond, à quoi ça sert de continuer à payer des prestations, de l'État, entre guillemets, hein, dès lors qu'elles peuvent être fournies par d'autres. Voilà. Et ces questions-là sont intéressantes parce qu'elles mettent en cause peut-être certaines missions plus fondamentales du service public qui, je crois, n'existeraient pas de la même façon si elles étaient uniquement sous le régime, de l'entreprise privée ou du système commercial. Il y a plusieurs causes à l'initiative No Bilag qu'on a connue en Suisse. Bon, la première cause, c'est pour les prendre dans un désordre d'importance. La première cause, ce sont des jeunes. C'est parti de la part de jeunes de partis de droite qui se sont dit, mais dans le monde de YouTube, dans le monde, des réseaux sociaux, est-ce qu'on a encore besoin d'un média financé par tous ? On se rend bien compte qu'on a une cinquantaine de jeunes qui peuvent changer le monde. Donc c'est quelque chose qui est très... Changer le monde. Ben, je crois, c'est un signal assez important qu'on enverrait. Ce serait le premier pays qui enverrait le signal que les médias, la télévision puis la radio à la papa, c'est terminé. Moi, je choisis ce que je regarde, je choisis ce qui m'intéresse. La plupart du temps, c'est d'ailleurs gratuit. Et puis, si je veux payer, je paye mes abonnements. Dans ce monde-là, effectivement, ça paraît un peu anachronique de forcer, entre guillemets, toute la population à payer une redevance audiovisuelle. Deuxième raison à No Bilag, c'est des partis de droite surtout et des mises en cause des institutions.
Voilà, on remet en cause certaines institutions politiques, et il faut le dire, les médias de service public font partie de ces institutions. Voilà. À quoi moi je répondais toujours que le train c'est vieux, la compagnie nationale de train en Suisse elle est très très ancienne aussi. Est-ce que parce que le fait qu'elle est vieille, est-ce qu'elle est obsolète? Non, elle rend des services. Et donc c'est intéressant parce que le service public peut aussi rendre des services que peut-être d'autres ne rendent pas. Et puis, je dirais, la troisième raison, c'est la tendance néolibérale. Dans le fond, ce qui fonde la légitimité de votre action, aux yeux de certains, c'est le fait que vous êtes capable d'exister tout seul sur le marché. Si vous avez des succès, vous êtes légitime. Le succès, vous devez le construire par l'entreprise, par le côté entrepreneuriat. Nous ne demandons pas la suppression de la SSR, mais nous voulons qu'elle s'autofinance comme toutes les autres entreprises de médias, par exemple par des appels à des dons ou un système de prépaiement ou des émissions gratuites financées par la publicité. Il y a plein de variantes pour se financer. Ces trois tendances mises ensemble, jeunes, évolution des médias, de la consommation, néolibéralisme, pour le dire comme ça, économie de marché, et puis, disons, certains partis de droite, étaient un cocktail pour nous assez explosif, et la campagne a commencé comme cela. On a beaucoup entendu ça, effectivement, que nous sommes un média subventionné, et donc nous pouvons nous développer assez facilement. La presse écrite en Suisse, comme dans le reste du monde, connaît un changement de modèle financier qui est considérable, puisque la publicité qui l'a financée majoritairement migre maintenant sur des plateformes digitales, qui sont souvent d'ailleurs pas des plateformes de la presse elle-même. Et donc ces plateformes-là aspirent la publicité et la presse perd l'essentiel de ses revenus. Et donc, elle essaie de se refaire, si je puis dire, sur les plateformes digitales avec des modèles payants. Et nous, le service public, on propose sur Internet de l'information sans modèle payant et sans publicité. Donc, c'est vécu, c'est encore parfois vécu par la presse privée dite écrite, comme étant une sorte de distorsion de la concurrence. La redevance audiovisuelle biaise le marché. Bon, cette critique était très très forte avant No Bilag, puis est arrivée la menace de No Bilag, où finalement, paradoxalement, la presse s'est rendue compte que si la SSR, donc l'audiovisuel public en Suisse, n'était plus financée par la redevance, alors nous nous financerions sur le marché. Et donc, on devenait une menace considérable pour la presse écrite. Et il y a eu un renversement de la position de la presse écrite qui s'est dit non, finalement, paradoxalement, il vaut mieux que l'audiovisuel public soit financé par la redevance et qu'on limite l'action du service public dans le domaine commercial pour laisser une place à la presse. C'est ce qui est arrivé. Oui, qu'est-ce qui fait que des habitants de ce pays, la Suisse, qui parlent 4 langues différentes, ont le sentiment quand même de faire partie du même pays? Il y a comme ça quelques valeurs, intrinsèques, des valeurs fondamentales, des identités qu'on partage, au-delà de ces différences culturelles majeures, des différences de langue. Vous vous rendez compte à quel point ça peut être parfois abyssal. Eh bien, franchement, et on l'a perçu dans la campagne, nous sommes un des ingrédients de cette cohésion du pays. Si on supprime le service public audiovisuel, si on enlève la capacité à ce pays de se raconter, tous les jours, toutes les heures, si on enlève ça sur l'ensemble de ces plateformes, de ces chaînes de télévision, de ces chaînes de radio et sur ces plateformes digitales, ce pays, la Suisse, va perdre une majeure partie de son ciment, de son lien. Le service public ne choisit pas ses publics. Donc, grâce au financement public, du fait qu'on n'a pas d'obligation de performance commerciale, on peut donner aux vieux comme aux jeunes, aux gens qui habitent dans les campagnes comme les gens qui habitent dans les villes, aux gens qui s'intéressent aux domaines qui marchent bien comme aux gens qui s'intéressent à des domaines de niche, la même qualité d'information. Et ça, c'est un thème qui est monté en puissance dans le débat sur le service public en Suisse et qui, à la fin, cohésion nationale, cohésion sociale, a été, si vous voulez, la garantie du succès du service public. Qu'est-ce qu'on va faire de ce résultat et comment l'avenir du paysage médiatique va s'organiser? Le premier élément de ce vote, c'est le plébiscite qu'évoque M. Perron, plébiscite de la redevance.
ce système était critiqué, il n'est pas dépassé, il n'est pas vieillot. Le peuple suisse a plébiscité ce système de la redevance. Je pense qu'on est le seul pays au monde où on a voté pour ça, puis où les gens disent « oui, oui, on veut payer ». Deuxième, derrière ce vote, il y a la conviction que l'information n'est pas une marchandise comme une autre. On ne peut pas, en tout cas quand on parle radio-tv, et si on pense à notre pays multilingue plutôt petit, on ne peut pas l'abandonner aux forces du marché. Le peuple suisse n'y a pas du tout cru. On voit qu'il y a aussi là derrière l'idée de cohésion nationale. J'imagine qu'elle est chère à beaucoup de gens autour de cette table. Et c'est un élément, c'est une ligne rouge pour le peuple suisse. Il ne faut pas la franchir et je pense qu'elle explique une partie de l'ampleur du résultat. C'est pas impossible que dans quelques années, la question se repose, ou dans une génération. Alors, on ne va pas attendre cette situation-là. Et donc, on a tiré les leçons du débat public, de la discussion qu'on a eue avec le public et le monde politique, et on a décidé d'abord d'être différent des médias privés et d'être différent de la concurrence étrangère. Parce que si nous ne sommes pas différents, nous ne sommes pas légitimes. Nous ne sommes pas légitimes pour le financement public. Deuxième axe, on a décidé de travailler très fortement à la cohésion nationale. Si nous avons un financement public, c'est pour faire ça. Et donc, nous devons beaucoup plus participer à cette cohésion, par exemple en distribuant nos contenus dans l'ensemble du pays. Je vous donne un exemple. Les Suisses romans, les Suisses qui parlent français, payent une redevance 365 francs par année. Mais dans le fond, ils ne consomment que la RTS, donc la radio-télévision et digitale en français. Mais avec 365 francs par année, la SSR, qui est en fait l'entreprise nationale, produit 7 chaînes de télévision et 17 chaînes de radio dans les 4 langues. Donc on s'est dit, il y a un truc qui ne marche pas là. Il faut en fait montrer au public suisse qu'avec la redevance, c'est beaucoup plus que ce qu'ils consomment. C'est beaucoup plus que ce qu'ils connaissent. Et cette idée qu'on lance pour septembre 2020, d'avoir une plateforme qui distribue l'ensemble de nos contenus mis à disposition du public qui viendra se servir avec du sous-titrage, de l'adaptation linguistique, etc. Ça, c'est un deuxième axe très très fort, participer à la cohésion en faisant véhiculer, si vous voulez, circuler les contenus que nous produisons. Et puis le troisième axe, c'est de réinvestir dans la production culturelle, qui est une partie fondamentale de l'identité suisse. Identité suisse qui est aussi marquée d'ailleurs par l'ouverture. Hein. Ce n'est pas une identité de repli, mais aussi bien sûr d'ouverture au monde. Pour la Suisse, une énorme catastrophe, parce que la Suisse est un trop petit pays, comme je disais. Aucun des marchés n'est capable de produire autant d'informations que ce que nous produisons, avec cette qualité-là. La qualité, ce n'est pas seulement une question de journalisme, etc. C'est une donnée fondamentale de la qualité, évidemment. Mais c'est aussi la qualité de réalisation, la qualité de narration, hein, et la qualité de distribution, de diffusion, que ça arrive dans la même qualité partout, jusque dans les vallées les plus reculées de la Suisse, et pas simplement dans les grandes villes. Ça, cette qualité multicouche, si j'ose dire, cette multiplicité de qualité, elle n'est absolument pas possible sans un financement public en Suisse. Et je pense que ce n'est pas possible non plus sans un financement public dans la majeure partie des pays.